Bonsoir et bienvenue pour cette édition du 13 novembre du Journal de la Rédaction, 18h si vous nous suivez en direct dans l'actualité locale. La mission Rosetta a permis au robot Philae de se poser sur la comète Tchouri, un événement suivi jusque dans les locaux de l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin, l'établissement situé à Guyancourt, qui a pris une part active dans ce succès, retransmettait donc l'événement hier soir. Nous y irons. En mémoire de la Grande Guerre de 14-18, les commémorations se poursuivent. Nous ouvrirons aussi ce soir une large page dédiée aux événements dans notre secteur des Yvelines. Jean-Luc Courgaud, adjoint au maire de Montigny-le-Bretonneux, nous expliquera pourquoi sa ville a reçu le label décerné par l'Office national des combattants. Elles ne sont que 12 dans les Yvelines. Et puis également en plateau, Romain Dugast des archives départementales pour évoquer entre autres le travail de collecte mené actuellement. Le syndicat Alliance Police Nationale appelait aujourd'hui tous les policiers à se réunir, place de la Bastille à Paris, pour revendiquer leur mécontentement face à la mutualisation des services. Les fonctionnaires du département des Yvelines, très impactés par cette réforme, appellent à un geste fort de la part de l'administration. Sur la DDSP 78, on s'est passé cette année, sur le budget 2014, de plus de 20 véhicules, ce qui est colossal. Aujourd'hui, on a des bâtiments que les collègues ne peuvent pas utiliser parce qu'ils sont en cours de rénovation. On a les collègues ce qu'on appelle le SDN, le service de nuit, qui ont déménagé leurs affaires personnelles avec leurs véhicules personnels. Bien évidemment, si on veut des policiers motivés sur le terrain et qu'on arrête de stigmatiser, eh bien, il faut au moins, à minima, préserver les moyens budgétaires, financiers, que ce soit pour bien évidemment les salaires des fonctionnaires, mais aussi pour leur permettre de travailler et aussi pour les moyens de protection. Et tous les policiers n'étaient pas en grève aujourd'hui. Cet après-midi, à Guyancourt, à Montigny-le-Bretonneux, a eu lieu une série de contrôles routiers, opérations sous le signe de la prévention. Une hausse des accidents a été constatée dans les Yvelines ces derniers mois. 15 policiers dépêchés donc sur place pour procéder à des vérifications de papier ou encore des contrôles d'alcoolémie. Des fouilles de véhicules ont également pu être effectuées en cas de nécessité, bien évidemment. Le robot Philae, lui, a bien atterri sur la comète Tchouri. 10 ans de voyage, 7 heures de chute depuis la sonde Rosetta. Soulagement pour la communauté spatiale européenne. L'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, responsable de l'installation de plusieurs instruments, a ouvert ses portes au public pour retransmettre en direct cet événement historique hier soir. Reportage Mélanie Poquet et Elodie Moine. Enfin, Philae s'est posé sur Tchouri. 20 ans qu'il l'attendait. La mission est approuvée par le comité de programme scientifique de l'ESA en 1993, mais Rosetta n'est lancée que le 2 mars 2004. Ici, à Guyancourt, cet atterrissage est marquant. Le premier sentiment, c'est l'émotion de voir une entreprise qui était singulière et qui était la première de ce type-là réussir. Une récompense des gens qui ont travaillé depuis très très longtemps et qui là voient le fruit se réaliser de leurs efforts. Et puis donc voilà, mis en lumière le travail des gens sur cette mission qui est emblématique. Le LATMOS, Laboratoire Atmosphère Milieu Observation Spatiale, a participé à l'élaboration de 7 des 20 instruments présents à bord de Rosetta et Philae, et notamment CONSER, un sondeur présent sur l'orbiteur et sur le robot. C'est un travail international, donc toutes les données seront échangées entre les gens qui sont impliqués. L'enjeu pour nous, c'est de comprendre comment s'est constituée une comète et après, quels sont les gaz qui s'échappent de cette comète et qui la composent, pour effectivement comprendre quel a pu être le rôle de ces objets. L'atterrissage n'a pas été parfait. Philae a finalement rebondi pour atterrir à 1 km de sa cible et n'a pas réussi à déclencher ses harpons. Il se trouverait sur une pente fortement inclinée, le manque d'ensoleillement pourrait aussi écourter son fonctionnement. Mais pour le moment, le robot fonctionne bien, l'aventure doit se conclure le 31 décembre 2015. 4 ans, 3 mois et 2 semaines, c'est la durée de ce conflit connu sous le nom de Grande Guerre. La triple entente face à la triple alliance, France, Empire britannique, Empire russe notamment, face aux empires allemands, austro-hongrois ou encore ottomans. Les commémorations du centenaire débutent tout juste, elles s'achèveront en 2018. À cette occasion, nous allons parler ce soir de la mobilisation des communes et du département. 2 invités en plateau dans un instant, mais tout d'abord un micro-trottoir. Que savez-vous de ce conflit de 14-18 ? Comment l'histoire vous a été transmise ? Vos réponses. Chaque 11 novembre, on allait toute l'école, toute la journée pratiquement au monument aux morts, on listait les noms et on venait chacun avec notre propre bouquet de fleurs et on déposait les fleurs. Toutes les veuves habillées en noir étaient là et nous regardaient faire. C'était très très émouvant.
Et le grand-père, je me rappelle, qui me disait, dans les tranchées, il a été dans les tranchées, hein, les pieds dans l'eau, et puis voilà, il nous expliquait tout un tas de toutes ces histoires assez importantes pour lui, qui l'avaient traumatisé apparemment. Mon grand-père, il est mort à 50 ans. C'était un musicien et donc il jouait la trompette la fin de la guerre. Et là, malheureusement, à la fin, ils ont lancé encore une bombe de gaz. Il est mort de ça, le dernier jour. Avec ce micro-trottoir, nous ouvrons une page donc dédiée à 14-18 dans ce journal. 2 invités en plateau. Romain Dugast tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef des archives, des services publics, services au public aux archives départementales des Yvelines. Et puis Jean-Luc Ourgaud, bonsoir. Bonsoir. Deuxième adjoint au maire de Montigny-le-Bretonneux, votre ville qui a reçu la labellisation délivrée par l'Office national des anciens combattants. Il n'y a que 12 communes dans le département des Yvelines à avoir reçu ce label. On va tout d'abord revenir avec vous sur la commémoration du 11 novembre. Il y a quelques jours dans votre commune à Montigny-le-Bretonneux, 1000 personnes présentes. On va revoir les images et puis 250 enfants pour chanter la Marseillaise et véritablement ressentir ce fort moment d'émotion. C'était inédit à Montigny-le-Bretonneux d'une telle ampleur. C'est une grande première effectivement et on a été ravis de voir 250 enfants, 240, 250, accompagnés de leurs parents, grands-parents souvent, pour cette commémoration qui est la première depuis, moi j'habite sur Montigny depuis 30 ans, je n'ai jamais vu une telle commémoration et surtout un enthousiasme. Comment vous l'avez ressenti ? Beaucoup d'émotions internes que nous avons vécues, y compris avec tous les membres de nos villes jumelles qui étaient présents. Mais je pense qu'on va y revenir un petit peu. Mais c'était vraiment une grande émotion, y compris des membres de l'UNC, des anciens combattants qui étaient là, certes plus de la Grande Guerre, mais en tout cas pour certains d'entre eux de la guerre 40. Justement, on aurait pu penser qu'avec la disparition des derniers combattants, des poilus, finalement, ces commémorations tombent petit à petit dans l'oubli. C'est pas le cas. Est-ce que vous avez ce sentiment tous les deux ? Peut-être aux archives, le public vient vous voir et veut connaître l'histoire ? Alors, on constate effectivement qu'il y a un engouement très fort de la participation du public à ces célébrations. On a pu le constater l'année dernière avec la grande collecte qui avait été lancée en 2013 et qui est reconduite cette année et qui fonctionne très bien auprès du public très large. Collecte dont on va parler aussi dans un instant, puisqu'elle a lieu en ce moment, une nouvelle vague de collecte des différents documents auprès du public yvelinois. Vous le ressentez aussi, cet engouement ? Alors, parce qu'il y a toute une série de manifestations organisées sur la ville. Il n'y a pas eu que cette commémoration. Absolument, non, il n'y a pas eu que cette commémoration, puisque nous avons fait un pèlerinage dans la Somme. C'est un pèlerinage organisé par notre association de jumelage et sous la grande direction de Madame Claudine Adroit et de son mari, mais de ma collègue élue Michel Parent et Marie-Thérèse André. Donc voilà, on a emmené un bus complet sur les champs de bataille de la Somme, dans les cimetières, dans les musées. Ça a été la première manifestation extérieure. Donc vous voyez qu'on est sorti simplement, entre guillemets, du cadre du département des Yvelines pour aller voir sur le terrain qu'est-ce qui s'est passé là-bas à l'époque. Une série de manifestations qui sont organisées depuis le début de la semaine à Montigny-le-Bretonneux. Un village dans la Grande Guerre, c'est le nom d'une exposition aussi à découvrir jusqu'à ce week-end à Montigny-le-Bretonneux. Exposition documentaire, nous sommes allés la découvrir, le reportage de Catherine Zulato. Pas moins de 300 objets collectés, répertoriés et commentés. La Grande Guerre n'est pas venue dans les Yvelines, mais des soldats sont partis au front. Et ce sont ces souvenirs militaires comme personnels qui sont exposés. Des armes, il y en a énormément. Et des armes rares, dont un fusil anglais, des médailles aussi, parce qu'il y a des médailles aussi bien étrangères que françaises. Et aussi, il y a des étriers, ce sont des choses très très rares, qui sont des étriers de cavalerie, qui ont la particularité de s'ouvrir pour ne pas que le cavalier reste accroché à la selle. Parmi les armes présentées, ce fusil lourd de 4,5 kg. Ce fusil là, il a été mis en service en 1907. C'est un Lee Enfield numéro 1. Il a été fabriqué en 17 versions différentes. Voilà, sa baïonnette, c'est une baïonnette longue, voilà, qui se met ici. C'est du calibre 303. Voilà. Ce fusil-là a été utilisé jusqu'en 1941. Des pièces plus personnelles sont également proposées, des lettres de poilus, des cartes postales, des journaux de bord écrits chaque jour pour mieux comprendre l'enfer de la Grande Guerre. Il y a des objets personnels, oui, il y a des petites miniatures de plomb. Moi, j'ai des objets de mon père qui est né en 1900, qui a fait les deux guerres. Donc j'ai ces décorations. Ça, c'est personnel.
L'exposition a pu voir le jour grâce au travail mené par le club des collectionneurs des Yvelines. Elle est présentée au siège de l'UNC dans les locaux de l'ancienne mairie. Une seconde partie de l'exposition est visible à l'hôtel de ville jusqu'au 15 novembre. La commune de Montigny-le-Bretonneux fait partie des 12 villes des Yvelines à avoir obtenu la labellisation délivrée par l'Office national des anciens combattants. De retour en plateau donc pour évoquer la Grande Guerre dans les Yvelines à Montigny-le-Bretonneux tout d'abord en particulier avec cette exposition, on l'a entendu à la fin du sujet, je le disais aussi tout à l'heure, il y a cette labellisation par les anciens combattants et que 12 villes dans le département, ça représente quoi? Oui, alors ça c'est un dossier que j'ai personnellement mené, bien sûr à la demande de Monsieur le maire. Nous avons absolument voulu donner une certaine ampleur, une certaine dimension à cette commémoration du centenaire de la Grande Guerre. Et pour nous, c'était important d'avoir le label parce que cela nous a permis, bien sûr, de profiter de l'expérience de l'Office national des anciens combattants, mais je dirais d'accéder à des tas de documents. Et je remercie aussi les archives départementales parce qu'il y a eu un très très gros travail de fait avec les archives. Mais surtout, je crois qu'on a donné une dimension à laquelle nous-mêmes on a été un peu surpris, pour être honnête, parce que nous avions dans notre projet la participation de 2 villes jumelles, Denton en Angleterre et Kirch en Allemagne. Et c'était déjà quelque chose d'arriver à motiver nos amis allemands pour participer. Je crois que ce qui a intéressé l'Office national des anciens combattants, c'est que l'exposition qui est aujourd'hui à Montigny, une partie va aller en Angleterre et ensuite elle va se retrouver en Allemagne. Pas toute l'exposition parce qu'elle est tellement énorme. Et donc voilà, c'est cette dimension européenne que l'Office national des combattants a retenue. Alors effectivement, il y a beaucoup de souvenirs personnels. En voilà un, c'est une lettre de Poilu, c'est aussi personnel, c'est celle de mon grand-père qui a malheureusement été tué. Donc on a vu sortir parmi les Inimontains beaucoup de documents personnels qui, s'il n'y avait pas eu cette mobilisation autour du centenaire, je pense, restaient dans les cartons. Cette lettre que vous avez évoquée, qui a été écrite justement, vous disiez, par votre grand-oncle, c'était juste avant son décès en 1914 ? C'était juste avant son décès. Ça vous a été transmis comment dans la famille, c'est transmis de génération en génération, et mon père a conservé tous ces documents. Et à la salle Jacques Brel, on a eu une projection du film Joyeux Noël, mais préalablement, on a eu des lectures de ce type de lettres, des lectures théâtralisées par des jeunes. Et ça a été un moment très 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 important où notre député de Denton, qui était présent, lui-même a été absolument sidéré de voir que on avait mis toute cette énergie à bâtir ce projet autour du centenaire. Et à la salle Jacques Brel, il y a de ça 3 jours, l'émotion était très très forte. Il y a une collecte actuellement qui est organisée au niveau du département des Yvelines. 262 communes du département qui se mobilisent pour retrouver des archives, que chacun fouille un petit peu dans son grenier, dans ses caves, pour trouver des documents qui sont très précieux au regard de l'histoire. Comment se passe la collecte qui vient de débuter là aujourd'hui ? Voilà, en fait, la collecte est organisée à l'échelle nationale, principalement sur la date du 14-15 novembre. Nous avons souhaité proposer une amplitude plus large en commençant la collecte à partir du 12, donc elle a commencé mercredi. Ça commence plus doucement que l'année dernière, parce que c'est vrai qu'on a eu un afflux du fait de la nouveauté aussi. Les gens s'étaient précipités pour nous apporter des documents. On a un peu moins de contributeurs cette année, pour le moment en tout cas. Donc j'invite toutes les personnes qui ont encore des choses bien sûr à nous les apporter pour qu'elles soient numérisées. On leur restitue les documents, ou si elles souhaitent nous les donner, elles peuvent aussi le faire. Mais on a déjà des choses très intéressantes. Aujourd'hui, nous avons reçu notamment un journal qui était édité mensuellement par un prisonnier français dans un camp en Allemagne, un journal illustré où il y avait des dessins de sa cellule d'enfermement, etc. Nous avons reçu un sabre, nous avons reçu une canne sculptée avec les mentions de la bataille de Verdun dessus. Donc il y a vraiment des choses anecdotiques et très intéressantes qui témoignent de la diversité, je dirais, de l'histoire personnelle des familles qui subsistent. Et c'est toujours un plaisir d'accueillir ces différents témoignages. Et les gens sont souvent désireux justement de transmettre cette mémoire en le faisant numériser, en sauvant parfois des documents dont l'encre commence à s'effacer. C'est un moyen aussi d'inscrire dans le temps, je dirais, ce témoignage. Donc
c'est important et c'est intéressant. Donc j'invite encore tous les gens qui veulent y participer jusqu'à samedi. Oui, jusqu'à samedi, ils peuvent le faire en venant aux archives ou dans les 5 communes des Yvelines qui participent encore cette année. Je n'ai pas en mémoire le nom des participants, mais je sais qu'il y a la Selle-Saint-Cloud par exemple, Vélizy-Villacoublay. Voilà, il y a d'autres communes qui participent dans les Yvelines. Mais en tout cas, le plus simple, c'est de se venir tourner vers les archives tout départementales pour avoir toutes les informations qui sont nécessaires. Les documents qui sont collectés permettent d'en savoir plus aussi sur la façon dont ça s'est déroulé dans le département des Yvelines, parce que vous évoquez tous ces documents, ils viennent de partout, ils viennent de toute la France. Pas nécessairement des Yvelines, on parlait de Montigny à l'époque, Montigny c'était 200-300 habitants. Montigny c'était 220 habitants exactement, et il y a eu toute cette recherche faite d'ailleurs par les élèves du lycée Descartes, de la première, qui ont pris tous les noms figurant sur le monument aux morts de Montigny et avec donc Madame Adroit qui ont fait des recherches sur le monument aux morts, et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait sur le monument aux morts des gens qui n'étaient pas de Montigny, c'était tout simplement des travailleurs de la ferme du Manet, mais qui ont été tués malheureusement pendant la Grande Guerre, et leurs familles ont demandé à ce qu'ils figurent sur le monument aux morts de Montigny. Voilà un exemple. Donc ça permet d'en savoir plus sur le département des Yvelines, sur la façon dont la guerre s'est passée ici. La collecte est un aspect des choses, parce qu'effectivement on n'exclut personne pour cette collecte, que les documents concernent directement les Yvelines ou d'autres régions. On numérise un peu tout. Tout sera visible sur notre site internet. Une petite sélection figurera sur la plateforme nationale de la collecte. Et puis, je ne sais pas si on en parlera après, mais on a d'autres projets. Allez-y justement, parce qu'il y a un jeu qui se met en place, il y a également une identification des poilus yvelinois, il y a un wiki, alors c'est une plateforme collaborative. Exactement, donc la collecte permet aussi comme vous le disiez, d'avoir une meilleure connaissance du conflit dans un territoire de l'Arrière, qui était l'ancienne Seine-et-Oise à l'époque. Et nous avons lancé, c'est actuellement disponible sur Internet, une plateforme collaborative de type Wikipédia, dédiée à l'histoire de la Grande Guerre dans les Yvelines. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est ? Tout à chacun peut, en se connectant, contribuer à apporter une part de connaissance sur cette histoire en rédigeant un article. Donc le plus simple, ça peut être justement de retracer l'histoire de son ancêtre, puisqu'aux archives départementales, vous le savez peut-être, sont conservées les fiches matricules, c'est-à-dire le recensement militaire des jeunes gens de 20 ans et tout leur parcours militaire pendant la guerre. Donc à partir de cette fiche matricule, on peut l'étoffer, lui donner du corps à ce document administratif en joignant une photo. Donc voilà, ce qui est collecté permet aussi d'étoffer les documents administratifs et publics conservés aux archives départementales. Et je voudrais ajouter un point, c'est qu'effectivement, lors du 11 novembre, le président de la République a inauguré le portail national Le Grand Mémorial, qui est en fait un portail unique qui donnera accès à l'ensemble des fiches matricules, et donc on aura accès aux 750 000 soldats de la Grande Guerre, où qu'ils soient, c'est-à-dire sans avoir à connaître le lieu de recrutement, puisque c'est-à-dire que si vous passez par ce portail, ça renvoie directement, en tapant le nom de l'individu, vous êtes renvoyé par exemple aux archives départementales des Yvelines, puisque tout chez nous est numérisé et indexé. Il y a toute une série de choses qui sont organisées autour de ces commémorations dans le département, que ce soit dans les communes, que ce soit par les archives départementales. Il y a aussi notamment ces ateliers qui sont mis en place, un atelier généalogie entre autres, qui se déroule jusqu'à vendredi. Nous avons assisté à l'une des séances. Sortir de l'oubli un combattant de la Grande Guerre, un grand-père ou un arrière-grand-père, voilà ce que propose l'atelier généalogie organisé aux archives départementales. Vous savez, on a souvent des souvenirs de famille, des histoires, des anecdotes véhiculées par la mémoire familiale, mais on a rarement les documents qui viennent à l'appui des anecdotes qui nous ont été transmises au fil des générations. Il y a beaucoup d'émotions, même, dans le cadre de ces recherches, qui font revivre, bien sûr, des morts qui pourraient rester anonymes, mais qui sont des membres de la famille, qui sont des membres d'une collectivité. L'atelier s'adresse à tous, généalogistes inconditionnels ou débutants, les techniques étant grandement simplifiées par l'informatique. J'ai la conviction que cet atelier s'adresse à tout le monde. Bien entendu, il y a des techniques de recherche qui sont répandues dans la communauté généalogique, mais aujourd'hui les outils sont à portée de clic. L'état civil a son rôle, puisqu'il faut quand même connaître l'âge des personnages sur lesquels on travaille, pour, par exemple, trouver le document essentiel, la fiche matricule, l'état signalétique et des services, qui est le document de base qui va nous permettre de reconstituer le parcours de notre ancêtre. Chacun a ses raisons de participer à cet atelier. Pour certains, il s'agit d'un intérêt historique. Pour d'autres, compléter l'arbre généalogique de leur famille.
J'ai un grand-oncle qui donc est parti à la guerre 14-18, qui était, je pense, dans l'active et qui est parti avec l'armée d'Orient. J'ai perdu la trace à Salonique. Il a été malade, il a été transporté dans un hôpital de campagne et puis après je n'ai plus rien. Donc je vais à voir ici comment faire, comment s'organiser. Pierre Ladure est membre d'une société historique et archéologique basée à Marly-le-Roi et dont le grand-père était médecin aux armées. Savoir effectivement le chemin qu'il a fait, comment il est parti de sa faculté de médecine jusqu'à... Parce que lui, on ne nous en a pas parlé du tout. Voilà, donc ça, le découvrir sur un autre jour. Ces ateliers sont proposés jusqu'à vendredi. Atelier jusqu'à vendredi, il est encore possible de s'y inscrire? Oui, Vous tout êtes à victime fait. du succès? On a 2 ateliers encore vendredi, un à 14h de mémoire et l'autre à 17h30. Je pense que celui de 17h30 est complet, mais il reste encore de la place pour celui de 14h. Voilà, et puis toutes les animations qui sont proposées sont retrouvées sur le site internet des archives. Et puis pour découvrir les images déjà de l'exposition, revenir sur les commémorations, il y a le site internet de la ville de Montigny également. Juste un dernier mot, le Conseil général des Yvelines va aussi lancer en décembre un jeu internet autour de tout ça. Tout à fait, ce qu'on appelle un serious game, donc un jeu sérieux qui sera un jeu pédagogique qui permettra d'acquérir la connaissance de recherche sur cette période de 14-18. Donc ça se présentera sous la forme d'un jeu concours dans un premier temps, à partir de la première semaine de décembre, une énigme par semaine. Et l'idée, c'est, à travers un scénario et au gré des énigmes, de retrouver un mystérieux poilu. Donc il y a de nombreux lots à gagner, et notamment un lot dédié aux collégiens yvelinois. Donc j'invite tout le monde dès à présent à consulter la bande-annonce sur Internet et à se préinscrire pour être averti du début du concours. Là, aujourd'hui, beaucoup d'animations. Est-ce que ça va se poursuivre jusqu'en 2018, que ce soit à Montigny ou aux archives? Sur Montigny, oui. Nous allons accompagner pendant les 4 ans à venir toute cette commémoration autour du centenaire. On a surtout, et je le voyais encore cet après-midi à l'hôtel de ville, des classes de jeunes qui viennent. Et là, ils ont été pris en photo avec les 2 poilus qui, pour la circonstance, sont en uniforme d'époque. C'est vraiment très, très important que cette mémoire soit transmise, y compris pour les beaucoup plus jeunes que nous, car c'est quand même dans le passé qu'on puise ses racines. Hein. Donc voilà, on va continuer chaque année jusqu'en 2018 à célébrer dignement ce centenaire. Et pour les archives aussi. Beaucoup de choses pour les archives. Le jeu sera de toute façon ouvert jusqu'en 2018. La plateforme est ouverte et nous prévoyons un colloque international sur les traités de paix. En 2018 également, il y aura d'autres choses. Mais voilà, pour les choses principales à venir. Ici pour en parler. Merci à tous les deux. Nous fermons cette page consacrée, provisoirement bien sûr, consacrée à 14-18. Dans le cadre de la semaine étudiante de l'économie sociale et solidaire, des associations invitent des étudiants de l'université de Versailles-Saint-Quentin à découvrir le principe d'une épicerie solidaire. Ils vendent jusqu'à demain des boissons ou encore des gâteaux à prix bas. Le reportage de Mélanie Poquel et d'Élodie Moine également. 30 centimes le café ou le thé, un tarif attractif en cette saison. Et ce prix si bas, ce sont les étudiants de l'université Saint-Quentin en Yvelines eux-mêmes qui l'ont décidé avec un vote à l'heure du repas. Nous avons décidé de tenir une épicerie solidaire temporaire à l'université. L'objectif, c'est de montrer qu'il y a une autre forme d'économie qui est possible. On voit très bien que l'ESS peut participer justement au pouvoir d'achat des étudiants. Au moment de l'achat, les membres de l'association en profitent pour faire découvrir le but d'une économie solidaire. Ouverte depuis hier et jusqu'à demain, l'initiative a déjà attiré une centaine d'étudiants. Ça peut m'intéresser dans le sens où, par exemple, dans un distributeur, exemple bête, dans les gares, le café à 1 €. Là, j'ai une portion de café qui est bien pour 30 centimes. Donc oui, je préfère acheter mon café ici. C'est une très très bonne idée. En plus, surtout pour les étudiants, parce qu'avec notre budget assez serré, grâce aux moyens mis en œuvre par l'université de nous offrir par exemple une pause, café par exemple, avec notre prix décidé, c'est quand même très intéressant. Avec seulement 16 € d'achat, l'association a récolté 18 €. L'objectif à terme de cette initiative, que l'épicerie solidaire ouvre ses portes dans la future maison de l'étudiant. Social toujours et toujours à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, 4 tentes ont été installées aujourd'hui dans le hall du bâtiment Vauban de l'université de Versailles-Saint-Quentin à l'initiative de l'UNEF. Le but, sensibiliser les responsables politiques à la question de l'encadrement des loyers. 200 étudiants qui se sont pris en photo, une quarantaine d'images ont été postées. Vous n'êtes pas content ?
L'objectif, c'est d'interpeller les différents maires sur la question de l'encadrement des loyers, donc qui est une disposition de la loi Allure qui aujourd'hui n'est pas contraignante, c'est-à-dire que les maires ont le libre choix d'appliquer ou pas cette loi. Pour l'instant, il y a seulement quelques villes comme Paris et Lille qui ont fait le choix d'appliquer cette loi. L'encadrement des loyers, c'est pas une lubie de l'UNEF, mais que c'est vraiment un besoin des étudiants pour que tout le monde, tous les étudiants puissent prendre leur autonomie et voilà tout simplement faire leur vie d'étudiant, ce qui par ailleurs, quand on a son propre appartement et qu'on n'a pas besoin de se préoccuper du transport, c'est également un atout pour pouvoir réussir et donc ça pourra également permettre à plus d'étudiants de réussir à l'université. Dans le budget d'un étudiant, le loyer c'est à peu près 55% en moyenne et donc ça veut dire que la moitié de l'argent des étudiants part dans le loyer, notamment parce qu'il y a beaucoup de privés. Une dernière information avant de se quitter. Le Secours populaire Attrape lance un appel à bénévoles pour mener à bien sa collecte alimentaire des 15 et 16 novembre. Collecte qui se déroulera dans un magasin Carrefour Market à Guyancourt. Les bénévoles sont attendus de 9h à 18h le samedi, de 9h à 12h30 le dimanche. Et autre appel à bénévoles, toujours pour le Secours populaire au niveau du département cette fois-ci, du 27 novembre jusqu'au 24 décembre. Les bonnes volontés sont les bienvenues pour l'opération paquet cadeau dans les FNAC de Chambourcy ou encore de Vélizy. Je vous retrouve demain pour la dernière édition de la semaine du Journal de la Rédaction. Nous reviendrons sur l'essentiel depuis lundi et puis sur l'actualité du jour. Forcément, d'ici là, sur TV Fil, vous avez rendez-vous avec Florane Parfait pour un nouveau numéro de Fil Écho, 18h30, 19h30 et 23h. Très bonne soirée.